Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place un déficit calorique et le but de cette vidéo, c'est que dans les 15 prochaines minutes, vous sachiez comment par vous-même vous pourrez mettre en place votre propre déficit calorique et comment ajuster votre plan si besoin. Donc, aujourd'hui, on verra donc qu'est-ce que le déficit calorique, comment calculer vos besoins énergétiques, combien de calories vous aurez besoin de consommer et comment le savoir, comment créer votre plan alimentaire, du moins quels sont les meilleurs aliments que vous pourrez avoir lors d'une phase de déficit calorique, comment suivre vos résultats et quel ajustement apporter si nécessaire. Avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Dylan Baconnier, sous le nom de DB Coach sur Instagram. Je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans. J'ai aidé une cinquantaine de personnes à perdre du poids pour changer physiquement. J'ai passé plusieurs formations, comme un BPJEPS, diplôme d'État, plusieurs formations en ligne, comme le Mastermind, Bayesian France, et d'autres formations toujours autour de la nutrition et de l'entraînement. Donc, sans plus attendre, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un déficit calorique. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler. Un déficit calorique, comme le schéma nous l'indique, c'est le fait d'avoir moins d'apport calorique par rapport à ce que dépense votre corps. Donc le but, c'est de donner moins d'énergie au corps que ce qu'il en dépense. C'est ce qui fait que le corps aura pas suffisamment d'énergie par rapport à ce que vous lui apportez. Donc lui, il devra donc aller chercher par lui-même cette énergie et très souvent, il va aller chercher là où il stocke le plus potentiellement du gras. Donc, c'est important de prendre en compte que si vous ne perdez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas bon au niveau de la balance. Donc, c'est que vous êtes soit en maintenance, vous donnez autant d'énergie que ce que le corps en dépense. Donc, important de prendre ça en compte. Donc, si votre consommation est égale à votre dépense, alors vous serez en maintien. La balance serait donc au centre. Si vous consommez plus d'énergie que ce que vous dépensez, vous serez donc en phase de surplus calorique. Donc retenez bien ça, le déficit, c'est donner moins d'énergie à votre corps par rapport à ce que lui dépense au quotidien. Alors du coup, comment calculer son métabolisme de base? Et on verra ensuite comment calculer ses besoins en macronutriments. Alors, pour calculer déjà votre métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie que votre corps dépense au repos. Donc, si vous êtes allongé dans votre lit toute la journée en fixant le plafond, votre corps dépense de l'énergie simplement pour vivre. Donc, on va partir de cette base-là. Il y a plusieurs calculs pour savoir son métabolisme. Moi, j'en utilise un qui est très simple et qui est quasiment identique en termes de résultats par rapport aux autres calculs. C'est simplement pour les femmes faire 22 fois votre poids du corps et pour les hommes 24 fois votre poids de corps. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une femme de 60 kg. Donc 22 fois 60 est égal à 1320 calories. Donc ça, c'est le métabolisme de base, ce que votre corps consomme juste pour rester en vie. À ça, on va ajouter un facteur d'activité, donc la dépense que vous utilisez dans votre quotidien par rapport au travail, par rapport au sport, etc. Encore une fois, c'est des estimations. Donc, ajoutez à ça un facteur d'activité, 1 à 1,2 pour les personnes qui ont un métier très sédentaire, 1,3, 1,4 pour les personnes faiblement actives durant la journée, qui bougent un petit peu, 1,5 à 1,6 pour les personnes avec un métier qui bouge un petit peu et peut-être une activité sportive à côté. Et pour les personnes très actives, ajoutez 1,8 jusqu'à 2. Donc très actif, métier assez physique et des, une routine d'entraînement assez régulière par exemple. Ça, essayez de ne pas le surestimer pour pas avoir un total trop élevé dans un premier temps. Euh, et partir sur une base peut-être où vous êtes trop haut en termes de calories dès le départ, donc ça vous amène sur un surplus, dans l'idéal sur une maintenance. Le top serait d'arriver d'avoir un juste milieu pour, dès le départ, être dans une phase de déficit, pourquoi pas. Donc pour l'exemple ici, en revenant-en, 22 fois 60, donc on a le métabolisme de base, on ajoute un facteur d'activité fois 1,4 pour l'exemple ici d'une personne faiblement active durant la journée, ce qui nous donne un total de 1848 calories. Donc ça, ce serait le total pour cette personne pour être sur une maintenance. Cette personne dépenserait à peu près 1850 calories par jour. Ok. Donc, une fois qu'on a cette donnée-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est soit on garde ce total-là, soit maintenir donc ce résultat dans un premier temps pour créer son plan alimentaire autour de ce total-là,
et voir si justement les 2 premières semaines on est sur une phase de maintenance, peut-être déjà sur un déficit, ou même peut-être un surplus, on ne sait pas. Ou alors, dès le départ, enlever 10% pour vous créer votre plan alimentaire en ayant déjà baissé votre apport énergétique de 10%. On commence bas, on veut faire un déficit léger. Donc moi, pour l'exemple, j'aurais enlevé 10%. On va le voir juste après. Une fois qu'on a ce résultat-là, donc on va garder le même exemple, on va essayer de calculer comment calculer vos macronutriments, donc vos protéines, vos lipides et vos glucides. Donc pour un besoin de 1660, donc j'ai enlevé 10% du résultat précédent, ça nous donne donc 1660 kilocalories pour une personne donc de 60 kg. Donc en termes de protéines, visez au minimum 1,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à vos préférences. Que vous voulez manger plus de protéines, plus de lipides, plus de glucides, c'est un petit peu par rapport à vos préférences. Donc si vous préférez manger des protéines par rapport aux lipides, mettez les protéines un petit peu plus haut par rapport aux lipides. Ça vous apportera plus de calories ici, et donc vous en aurez un petit peu moins au niveau des lipides, et vous en aurez potentiellement un peu plus sur les glucides. Donc c'est vraiment une histoire de préférence, ok? Pour l'exemple, j'ai pris à chaque fois le minimum recommandé, on va dire. Donc 1,6 par kilo de poids de corps, donc 1,6 fois 60, ça nous donne 96 grammes de protéines. Donc il faudra que je consomme 96 grammes de protéines dans ma journée, ok? Euh, Comment savoir combien ça fait en calories? Donc, 1 gramme de protéines, pardon, c'est 4 kilocalories. Donc, je vais faire simplement 4 fois 96. Ça nous donnera donc 384 kilocalories. Donc, juste avec les protéines, je consomme déjà 384 calories. Ensuite, on passe aux lipides. 0,6 à 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc ça, encore une fois, c'est par rapport à vos préférences. Lors d'un déficit, je vous invite à ne pas partir trop dans un premier temps. Au pire, vous pourrez réajuster par la suite, bien entendu. Pour l'exemple, on va rester sur le minimum. 0,6 fois 60, ça nous donne donc 36 grammes de lipides. On sait que 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc vous allez faire 9 fois la quantité, donc 36, ça nous donne donc 324 kilocalories. Donc on sait maintenant qu'avec nos protéines et nos lipides, on a déjà le total ici 708 kilocalories de consommer avec ces deux macros. Ok? Donc il nous reste de la place encore pour les glucides pour aller chercher les 1600. Il nous reste très exactement 952 kilocalories qu'on va venir ajouter en glucides. Comment savoir les quantités de glucides? Tout simplement, vous allez prendre le total en, en calories et le diviser par 4, parce que 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Et ça va nous donner donc un total de 238, donc ce sera 238, pardon, je vais y arriver, grammes de glucides à consommer. Et avec ce total-là en glucides, ce total-là en lipides et ce total-là en protéines, vous aurez un total de 1660 calories. Donc maintenant, comment vous pouvez répartir ça? Vous pouvez très bien, par rapport au nombre de repas que vous faites dans votre journée, prendre, ok, il me faut 96 grammes, je les divise en 3 repas, voire 4 repas, ou alors ou 2 repas, l'autre peut-être il n'y aura pas. Enfin, c'est vraiment un petit peu pour vous simplifier la vie, hein. Là, pour dire ça, c'est bien d'avoir des protéines à chaque repas, mais sinon vous le divisez en 3 si vous faites 3 repas, et vous essayez de répartir vos macros sur l'ensemble des repas pour avoir ce total-là au final dans votre journée. Ok, c'est vraiment pour simplifier, hein. Et vous pouvez bien sûr utiliser des applications comme MyFitnessPal ou bien Yazio pour scanner les aliments et voir sur 100 grammes d'un aliment combien ça fait et essayer de le répartir sur plusieurs repas. Là, comme ça paraît compliqué, mais en vrai, vous le faites une fois et vous saurez à peu près comment faire. Moi, lors des accompagnements, ça c'est moi qui m'en occupe. La personne a simplement le plan, elle reçoit simplement son plan avec le total qu'elle doit consommer et la répartition de ses macronutriments en fonction aussi de ce qu'elle aime manger. Donc ça, prenez en compte aussi que gardez des aliments que vous aimez consommer. Du coup, en parlant d'aliments, on va voir comment vous pouvez créer votre plan alimentaire. Donc, quels sont les aliments déjà qui sont plus intéressants? Donc, en termes de protéines, on va retrouver tout ce qui est viande maigre, donc le poulet, ça peut être la dinde également, les œufs, le bœuf, si possible 5% de matière grasse, le poisson, fromage blanc, skyr, whey, c'est vraiment le classique. On va retrouver aussi un petit peu les légumineuses qui seront des sources de protéines végétales. En termes de lipides, on va retrouver plusieurs aliments.
avocat, oléagineux, chocolat noir, les huiles, le saumon, le jaune d'œuf et le fromage potentiellement. Donc au niveau des lipides, là au niveau des protéines, les choix, ce que je vous conseille en termes euh, d'aliments qui sont les plus intéressants parce que c'est pas des aliments qui sont riches en calories. Euh, Quand je dis œuf, c'est potentiellement le blanc d'œuf qui est plus intéressant, contrairement au jaune d'œuf ici qui est plus une source de lipides, donc c'est à prendre en compte lorsqu'on consomme des œufs. Mais en termes de lipides, ce qui sera intéressant, ça va être surtout les trois premiers, à mon sens. Pourquoi? Parce que dans une phase de déficit, potentiellement on mange un petit peu moins, donc c'est important d'avoir des aliments qui sont volumineux, voire même solides. Par exemple, si vous consommez de l'huile en lipides, vous n'allez pas avoir un aliment solide, donc potentiellement c'est moins rassasiant que si vous utilisez un avocat, par exemple, ça vous donnera un aliment solide dans votre assiette, donc ça rajoutera du volume. Oléagineux, pareil, si c'est des amandes, des noix, chocolat noir, pareil. Ce que je vous déconseille sur une phase de déficit, dans un premier temps, ce serait tout ce qui est saumon, sardines, c'est extrêmement calorique par rapport au volume que vous pouvez avoir, donc c'est pas forcément intéressant dans une phase de déficit. Le jaune d'œuf peut être intéressant, il est à prendre en compte, donc quand vous faites des œufs, et potentiellement du fromage, si on aime consommer du fromage, pareil, ça va avec les trois premiers, hein, c'est un aliment solide, donc ça peut être intéressant. Mais attention, c'est calorique, donc très important que vous quantifiez vos lipides, hein. Que vous quantifiez même tout le reste, mais les lipides, on peut très vite se faire avoir en mettant un petit peu plus et accumuler sur la fin de la semaine, on se retrouve très vite sur une maintenance si on n'a pas fait attention à ces quantités. Et en termes de glucides, ce que je vous recommande principalement, ça va être des sources de fruits et de légumes variés, très peu caloriques, notamment les légumes qui amènent énormément de volume dans l'assiette avec très peu de calories, donc très intéressant. Les légumineuses, où ici ça vient ajouter en plus un petit peu de protéines. Les pommes de terre et patates douces, très rassasiants et très peu caloriques. Et en dernier, les pâtes et le riz, qui tout le monde en mange, tout le monde aime ça, mais moins intéressant si on cherche du volume dans l'assiette. Donc voilà, là vous avez des exemples de types d'aliments intéressants avec mes recommandations. Euh, donc après, à vous de choisir tel ou tel aliment, de scanner avec l'application, voir les quantités pour avoir le bon apport au niveau des macros durant votre journée, durant vos repas, pour vous créer votre plan alimentaire avec ce que vous aimez consommer. Donc très intéressant. Ensuite, on va voir comment suivre vos résultats. Donc, vous avez mis en place, vous avez fait votre calcul, vous avez calculé vos macros, vous avez créé votre plan alimentaire. Comment savoir si tout ce que vous avez fait fonctionne? Eh bien, ça va être important que vous vous pesiez dans un premier temps tous les jours. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué, mais pourquoi c'est important? Parce que une pesée, ça peut être biaisé par plein de facteurs. Il suffit simplement que vous ayez mangé un petit peu plus la veille ou mangé un petit peu plus tard. Le lendemain, le poids est un petit peu plus lourd sur la balance, mais ça ne veut pas dire que vous avez grossi, c'est simplement ce qui s'est passé avant qui a amené à ce chiffre-là. Donc le fait de vous peser tous les jours, vous pourrez voir les tendances au niveau de la semaine, au niveau des jours, et voir surtout une moyenne à la fin de la semaine. Est-ce que la moyenne est plus basse que la semaine d'avant? Et vous pourrez comparer tout ça et voir si vous avez donc une tendance vers la baisse, vous allez vers votre objectif, ou bien une tendance de maintenance ou vers la hausse même. Donc ça vous permettra de pouvoir faire les bons ajustements par la suite. Ensuite, vous pouvez prendre vos mensurations une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend. Donc, en exemple, vous pouvez prendre tour de cuisse, tour de hanche, tour de taille, tour de bras. Ça vous donne des indications si justement votre composition corporelle change. Peut-être que le poids ne change pas, mais par contre, les mensurations diminuent. Donc, c'est motivant par la suite et on voit que ça progresse. Et toutes les progressions sont à prendre en compte. Également, prenez des photos régulièrement. Ça vous permettra de pouvoir les comparer semaine après semaine, mois après mois. Et comme pour les mensurations, voir aussi s'il y a du changement visuel. Ça peut être intéressant. Parce que le poids ne peut ne pas bouger, mais la composition corporelle, elle, change. Donc le physique change. Et en dernier temps, je vous conseille de traquer vos pas. Pourquoi? Le fait d'être en déficit, il se peut que après plusieurs semaines, vous ayez un petit peu moins d'énergie, donc vous aurez tendance à moins bouger. Donc le fait de traquer vos pas et de vous donner un objectif sur un nombre de pas vous permet de rester actif tout au long de vos journées et tout au long de votre semaine. Ok? Parce que si on voit peut-être que le poids ne bouge pas, mais on voit que on a beaucoup moins bougé cette semaine, et bien peut-être que ça vient de là et on sait quoi ajuster par la suite. Donc,
pour suivre vos résultats, ça va être ces quatre-là. Il y aura bien sûr d'autres choses à prendre en compte, comme le sommeil, le stress, etc. Mais déjà, si vous prenez ça en compte, c'est déjà très très bien. Donc, quel ajustement faire? Si votre poids stagne, première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez suivi le plan que vous êtes défini à 100%? Vous avez bien consommé toutes les calories que vous avez indiquées, il n'y a pas eu d'excès, il y a eu des excès peut-être sans ajustement, vous avez peut-être moins bougé par rapport à ce que vous êtes fixé, vous avez moins bien dormi par rapport à ce que vous faites d'habitude, donc c'est vraiment important de se dire est-ce que j'ai bien tout respecté à la lettre avant de changer quoi que ce soit. Si je n'ai pas tout respecté, alors reprenez le temps de tout bien refaire par rapport à ce que vous êtes défini et voir si ça bouge. Si ça ne bouge pas, ça stagne encore, alors on se pose la deuxième question, est-ce qu'on a faim? Si on n'a pas faim, on peut se dire je peux baisser un petit peu les calories, rebaisser de 10% potentiellement, en baissant les glucides par exemple. Ça pourrait être intéressant. Si par contre on ne veut pas baisser l'alimentation, on peut se dire est-ce que je peux bouger plus? Là je faisais 7000 pas par jour, euh, ben, je peux essayer peut-être d'en faire 8000 par jour, ça m'ajoute 7000 pas dans la semaine, donc ça me fait bouger plus. Ou peut-être rajouter une séance à la maison, c'est des exemples, mais vous comprenez l'idée, c'est de voir si est-ce que vous pouvez bouger plus et amener un déficit via la dépense du corps. Donc, voilà pour tout ça. Posez-vous la question, est-ce que le plan respecte à 100%? Si c'est le cas, alors voyez si vous baissez les calories, vous pouvez bouger plus, voire même un petit peu des deux. Si ce n'est pas le cas, essayez de faire en sorte de suivre votre plan à 100%. Donc voilà pour tout ça. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous éclaircir sur certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram directement. J'y répondrai avec plaisir. Également, je propose du coaching à distance. Si vous serez potentiellement intéressé pour un coaching ou simplement pour discuter ensemble de vos objectifs, pour que je puisse potentiellement vous aider durant un appel, n'hésitez pas à réserver votre appel avec le lien qui est dans la bio, qu'on discute de tout ça ensemble, ce serait avec plaisir. Donc voilà, merci encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très vite.